Bienvenue à notre analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui a pas mal agité les milieux diplomatiques, l'absence très remarquée du président algérien Tebboune au sommet arabe extraordinaire de Doha. Oui, tout à fait. Alors la question est simple, directe, coup de tête, empêchement de dernière minute, ou alors y a-t-il une vraie stratégie derrière cette chaise vide ? C'est exactement ça la question clé. Et cette absence, oui, elle a surpris, c'est clair. On va essayer ensemble de décortiquer un peu la logique derrière tout ça. En s'appuyant sur quoi précisément ? Sur des analyses qui tentent de refléter la perspective d'Alger, de comprendre comment la diplomatie algérienne fonctionne aujourd'hui. L'idée, c'est de saisir pourquoi l'Algérie semble préférer certains canaux comme l'ONU, voyez, Oui. plutôt que les grands rendez-vous régionaux habituels comme ce sommet à Doha. Parfait. Donc on a des éléments pour comprendre la vision d'Alger, comment le pays se voit, se positionne. Alors allons-y. Qu'est-ce que ça cache, cette absence taille ? Un repli ? Un calcul très pragmatique ? Ou c'est une façon de jouer différemment ? C'est tout l'enjeu, oui. Et il faut le dire tout de suite, pour ceux qui suivent ça de près, ce n'est pas non plus un coup de théâtre total. Ah, justement. Ce n'est pas la première fois que le président Tebboune manque ce genre de réunion, n'est-ce pas ? Il y aurait déjà eu des signes de scepticisme ? On peut parler d'une tendance, là ? Oui, absolument. Ce n'est pas un fait isolé. On note une réticence assez marquée de l'Algérie face à ces grandes messes panarabes. Le diagnostic qui remonte d'Alger, c'est une forme de désillusion. Désillusion sur quoi ? Leur efficacité était réelle de ces sommets à produire des résultats, du concret, face aux crises graves. La Palestine, la Libye, le Soudan. Oui, je me souviens des mots du ministre Attaf qui relayait la pensée présidentielle. Il parlait de confusion dans ces réunions, surtout avec le contexte mondial tendu, les égoïsmes nationaux, le droit international bafoué. C'est un constat assez dur quand même. Très dur, oui. La critique de fond, c'est que ces sommets, c'est devenu des forums où l'on parle beaucoup. Beaucoup de paroles, peu d'actes. Voilà. On parle, mais on décide peu. Voire ça devient des opérations de com pour certains pays sans engagement réel, contraignant derrière. L'Algérie semble penser que ça ne règle rien et que ça peut même servir d'alibi en fait. Une sorte d'alibi moral, oui, je vois. C'est ça. Donc un scepticisme profond sur l'utilité pratique de ces grands raouts. Je comprends. L'investissement politique, le temps du président, tout ça a un coût. Si Alger juge que le retour sur investissement diplomatique est faible, logique de mettre l'énergie ailleurs, ça se tient. Mais alors si les sommets arabes sont jugés peu utiles, où est-ce qu'Algérie met le paquet ? C'est quoi l'alternative ? Et c'est là que ça devient intéressant et assez audacieux, il faut bien le dire. Alger a fait un choix très net, concentrer une grosse partie de son action diplomatique sur la scène de l'ONU. Ah oui. Et plus précisément au Conseil de sécurité, où l'Algérie a un siège de membre non permanent en ce moment. Le Conseil de sécurité, oui, bien sûr. Et son représentant là-bas, Ammar Benjama, on en entend beaucoup parler, non ? Très actif, on dit. Tout à fait. Particulièrement actif, même hyper actif, disent certains. Il multiplie les initiatives. Mais quel genre d'initiative concrètement ? On parle de quoi ? Eh bien, des projets de résolution, des déclarations du Conseil, des interventions constantes en réunion. La Palestine est évidemment au premier plan. Oui, ça on s'en doute. Cesser le feu à Gaza, reconnaissance de l'État palestinien. Exactement. Alger pousse très fort là-dessus. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils sont aussi très présents sur la crise au Soudan, sur la Libye, où ils défendent une solution politique interne, inclusive, et sur toutes les tensions au Moyen-Orient en fait. C'est un engagement sur plusieurs fronts, au cœur du réacteur international, si on peut dire. C'est ça. Et ce qui est frappant, c'est que cet activisme, ce n'est pas juste pour défendre les intérêts algériens classiques, n'est-ce pas ? C'est perçu autrement. Non, justement, et c'est un point clé qui ressort des analyses. Ça dépasse largement la simple défense des intérêts nationaux. Alger se positionne vraiment comme le porte-voix. Le porte-voix de qui ? Des causes qu'elle estime fondamentales pour le monde arabe, le monde islamique et l'Afrique. C'est une ambition affichée, de représenter ces grands ensembles. Un rôle qui a même été reconnu publiquement par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, si je ne m'abuse. Il a salué l'action algérienne. Ça doit compter, ça ? Énormément. Guterres a dit clairement que le mandat algérien était consacré à la défense des intérêts de l'Afrique tout entière. Ce n'est pas rien comme reconnaissance. Ça donne du poids, forcément. C'est clair. Très intéressant. Mais revenons à Doha. Bon, choisir de ne pas aller à un sommet, surtout un sommet extraordinaire, organisé par un partenaire comme le Qatar, logiquement, on se dit que ça doit créer des tensions, non ? Est-ce que ça a jeté un froid entre Alger et Doha ? Excellente question. Les symboles, ça compte en diplomatie. Pourtant, d'après les informations qui circulent, non.
pas de crise majeure. Les relations resteraient solides, stratégiques même. Ah bon, comment c'est possible? Le Qatar n'a pas été vexé? L'analyse suggère qu'il y a un respect mutuel, une compréhension, et surtout une concertation permanente entre Alger et Doha au plus haut niveau. Le Qatar saurait donc parfaitement ce que fait l'Algérie et pourquoi. Il comprendrait la stratégie. Oui, et ils apprécieraient même les efforts de l'Algérie au Conseil de sécurité, notamment sur la Palestine, un dossier très important pour Doha aussi. Le fait qu'Alger arrive à mobiliser, à naviguer dans ce cadre très compliqué de l'ONU, ça serait valorisé. Donc, l'action à New York serait jugée plus pertinente, plus utile qu'une présence protocolaire à Doha, même présidentielle. C'est l'interprétation qui ressort, oui. L'impact potentiel à l'ONU est vu comme plus important qu'une participation à un sommet dont, soyons honnêtes, peu d'observateurs attendaient des miracles, y compris peut-être à Alger même. C'est fascinant cette idée que l'action à l'ONU puisse compenser une absence régionale. Mais cette stratégie algérienne, très axée sur l'ONU, est-ce qu'elle a eu d'autres conséquences, peut-être plus inattendues, sur la scène régionale? Oui, et là on touche à des choses plus subtiles, vous voyez. Ce qui est assez étonnant, selon l'analyse qu'on a pu consulter, c'est que cette hyperactivité algérienne au Conseil aurait eu un effet un peu surprenant sur la Turquie. La Turquie, Ankara, comment ça? Pourtant, la Turquie est un poids lourd régional, très actif et proche du Qatar aussi. Oui, exactement. Mais c'est là toute la nuance de l'analyse. Sur ces dossiers précis, portés très fort par Alger au Conseil, Palestine, Soudan, Libye, la Turquie, bien que très présente par ailleurs, n'aurait pas eu le même degré d'activisme diplomatique formel. Ah, le mot-clé c'est formel, au sein du Conseil de sécurité spécifiquement. Précisément. Il faut faire attention. Ça ne veut pas dire du tout que la Turquie est inactive, loin de là. Mais dans l'arène très spécifique du Conseil, à ce moment-là, un contraste serait apparu. D'un côté, l'Algérie très offensive, proposant des textes, intervenant. Et de l'autre... De l'autre, une Turquie acteur majeur, certes, mais dont l'empreinte sur ces dossiers-là, au Conseil, aurait semblé, sur cette période, moins marquée. Moins visible en tout cas. Ce qui a pu donner l'impression, au sein de l'organe clé de l'ONU, que c'était surtout l'Algérie qui portait ses causes en termes d'image, d'influence. C'est pas neutre, ça révèle des jeux d'influence assez fins. Et cette stratégie ONU, elle s'inscrit dans quoi plus globalement? On parle aussi d'un rapprochement tactique avec Washington. Quel est le lien? Le lien est direct et très stratégique. Si on pense au fonctionnement du Conseil, on comprend mieux. L'Algérie sait très bien, comme tout le monde, quel est le principal obstacle potentiel, surtout sur la Palestine. Le veto américain. Voilà. C'est la clé de voûte, ou le verrou, c'est selon. Donc l'objectif serait d'essayer de neutraliser ce risque de veto, ou au moins de l'adoucir. C'est exactement ça, d'après les analyses. Chercher activement un terrain d'entente, dialoguer avec les Américains, même si les désaccords sont profonds sur certains sujets, tenter de négocier les textes, trouver des formulations acceptables par Washington. Pour éviter le blocage total. Oui, pour donner une chance aux résolutions. L'objectif n'est pas forcément d'avoir un vote pour des États-Unis à chaque fois, mais au moins une abstention plutôt qu'un veto qui torpille tout. C'est du pragmatisme pur et dur, ça. Reconnaître le poids des USA et essayer de faire avec. Une sorte de partie d'échec diplomatique. L'image est assez juste, oui. Un jeu complexe, où il faut parfois accepter des compromis pour avancer, même un peu. Très clair. Bon, revenons à Doha. C'est important, l'Algérie n'a pas fait un boycott total. Le ministre des Affaires étrangères Hamid Dattafi y était. Comment on lit ça, ce niveau de représentation? C'est pas anodin non plus. C'est essentiel pour nuancer, oui. Cette présence ministérielle, ça envoie un signal clair. L'Algérie ne claque pas la porte au nez de ses partenaires arabes. Ce n'est pas la chaise vide, systématique, agressive. Ce n'est pas une rupture. D'accord, mais alors c'est quoi le message? Si c'est pas un boycott, qu'est-ce que c'est? C'est un refus assez net d'accorder la légitimité suprême, celle du chef de l'État, à une réunion dont Alger pense, ou estime, qu'elle ne mènera à rien de concret, de fort. Le message sous-jacent, il est assez direct, non? En gros, on est là, on dialogue, mais pour que le président vienne, faut que ça vaille vraiment le coup, qu'il y ait une chance réelle d'avoir des résultats. C'est à peu près ça, oui. Donc, si les sommets se résument à des déclarations de principe sans effet, l'Algérie le fait savoir par le niveau de sa délégation. Ce serait une façon de mettre la pression pour que ces instances se réforment, deviennent plus efficaces. C'est une interprétation tout à fait plausible qui ressort. Une manière de conditionner la validation au plus haut niveau à l'utilité réelle de la réunion.
Une sorte d'aiguillon pour plus d'efficacité collective. Et pendant ce temps, les relations bilatérales avec le Qatar, elles, restent au beau fixe, vous disiez. Mais est-ce que c'est juste une façade ou il y a une vraie profondeur dans cette relation Alger-Doha ? Les sources insistent vraiment sur la profondeur, la solidité de ces liens. Ce ne serait pas juste une entente de façade. On parle de visites régulières entre Tebboune et l'émir Tamim. Des visites qui ne sont pas que protocolaires ? Apparemment non. Elles témoigneraient d'une vraie coordination politique sur les grands dossiers régionaux et aussi d'une coopération économique qui se développe. On a des exemples de cette convergence quand même. Sur quels dossiers ils sont particulièrement sur la même ligne ? L'exemple qui revient le plus souvent, c'est la Libye. Dossier ultra complexe, fragmenté. Oui. Eh bien là-dessus, les positions d'Alger et de Doha seraient très proches. Les deux capitales rejettent l'option militaire. Elles plaident pour une sortie politique. Et une solution interne, libyenne. Exactement. Une solution qui vienne des Libyens eux-mêmes, pour préserver l'unité du pays. C'est une approche commune qui se démarque pas mal d'autres acteurs. D'autres signes de cette bonne entente Alger-Doha ? On peut noter aussi, c'est peut-être un détail, mais c'est significatif. Alger a salué publiquement la couverture d'Al Jazeera, la chaîne qatari, sur sa diplomatie, la jugeant objective. Ah oui, dans le paysage médiatique arabe, c'est un signe qui ne trompe pas. Voilà, ça peut être vu comme un signe de confiance supplémentaire, même quand Alger prend une décision comme celle de ne pas envoyer son président à Doha. D'accord. Alors si on essaie de prendre un peu de hauteur, comment on caractérise cette diplomatie algérienne sous Tebboune finalement ? C'est quoi le fil conducteur de tout ça ? Le mot qui revient tout le temps dans les analyses, c'est pragmatisme. Le président Tebboune semble vraiment aborder les rendez-vous internationaux en évaluant froidement leur utilité, leur potentiel à donner des résultats concrets. C'est une approche très orientée résultat donc. Oui, action, efficacité. Si un sommet, qu'il soit arabe, africain ou autre, semble d'avance peu productif, eh bien l'absence présidentielle devient presque logique. L'idée centrale, ce serait on met les ressources diplomatiques, le temps du président, l'énergie des équipes, là où ça peut vraiment avoir un impact. Et le pari actuel d'Alger, c'est que l'ONU, le Conseil de sécurité surtout, c'est là que ça se joue. Malgré les blocages qu'on connaît bien. Exactement. Mais ce pragmatisme affiché, est-ce qu'il ne risque pas d'être vu comme de l'isolationnisme, un désintérêt pour la région ? C'est le risque, oui. Et certains ne manqueront pas de le dire, c'est sûr. Oui. Mais l'analyse qu'on a étudiée propose une autre lecture. Ce ne serait pas de l'isolationnisme, mais plutôt un réalisme assumé. Voire une nouvelle ambition. L'Algérie ne se désintéresserait pas des causes régionales, arabes ou africaines. Au contraire. Et elle choisirait une autre scène pour les défendre. Voilà, la scène mondiale. Là où elle pense pouvoir peser plus, influencer les grands, et peut-être obtenir des décisions plus contraignantes. Et cette présence forte à l'ONU lui donnerait un nouveau poids, une visibilité, et forcerait le respect ou au moins la prise en compte par des acteurs majeurs qui peut-être la regardaient de moins haut avant. C'est ce que suggère l'analyse. Elle prend l'exemple de la France. Malgré des relations bilatérales compliquées, Paris se retrouverait obligé de composer, de négocier avec Alger à l'ONU sur certains dossiers, notamment africains. Ce qui tendrait à montrer que la stratégie produit des effets. Oui, que ce positionnement au Conseil n'est pas sans résultat, même avec des pays avec qui les relations sont parfois tendues. Et il faut insister sur la cohérence. Comme vous disiez au début, ce n'est pas un coup isolé. Tebboune a manqué 4 sommets arabes de suite. Ça dessine une ligne politique claire, tenue sur la durée. Tout à fait. L'objectif derrière, spécule l'analyse, ce ne serait pas de bouder le monde arabe, mais peut-être d'envoyer un message fort pour inciter à une réforme. Rendre le fonctionnement collectif plus efficace, plus adapté aux défis, une sorte de choc, d'électrochoc pour sortir de la routine. Il y a un dernier point peut-être, plus direct, plus rugueux, qui est évoqué. Les critiques, parfois ouvertes de l'Algérie ou de médias proches, contre certains pays arabes. C'est quoi exactement ? Oui, ce point est intéressant. Il montre une certaine franchise, une rupture avec la langue de bois habituelle. L'analyse dit que l'Algérie, parfois via ses médias, n'hésite plus à critiquer ouvertement certains pays arabes. Pour quel motif principal ? Le reproche, ce serait un manque de solidarité, voire des positions jugées hostiles aux intérêts algériens ou aux causes défendues par Alger, et parfois de la part de pays qui ont pu être aidés par l'Algérie dans le passé. C'est assez rare ces critiques directes entre pays frères, non ? Qu'est-ce que ça dit de la posture algérienne ? Ça renforce l'image d'une politique étrangère qui se veut avant tout indépendante, autonome. Alger semble dire,
On ne compte plus sur une solidarité arabe automatique. Une solidarité jugée illusoire ou fragile. Voilà, perçue comme trop limitée dans les moments difficiles. Donc l'Algérie trace sa propre route, défend ses intérêts et ses principes sans dépendre d'alliances régionales vues comme peu fiables. C'est une affirmation d'indépendance stratégique assez claire. Certains diront que c'est lucide, d'autres que c'est peut-être un peu trop conflictuel. Exactement, c'est une question d'interprétation. Bien, alors si on résume tout ça, l'absence de Tebboune à Doha, ce n'était pas anecdotique, c'est un acte qui s'inscrit dans une vision, une stratégie globale. L'Algérie parie sur l'ONU, le Conseil de sécurité en particulier, comme levier principal d'influence. Pour ses intérêts, mais aussi pour les causes arabes et africaines. C'est ça. Le message clé de l'analyse, ce n'est pas un désengagement, mais un réengagement différent, sur une autre scène. C'est la conviction, côté algérien, que les grandes causes méritent d'être portées là où ça peut vraiment peser. Au Conseil de sécurité. Pourquoi là ? Pour la visibilité, l'impact. Les deux, sans doute, mais surtout l'impact potentiel. C'est là, en théorie, que la pression sur les grands acteurs est la plus forte. Que des décisions contraignantes peuvent être prises, même si c'est dur et long. C'est une alternative assumée à ce qui est vu comme l'inefficacité des formats régionaux classiques. Des formats trop souvent réduits à des déclarations d'intention sans suite, selon Alger. Exactement, des déclarations sans conséquences pratiques sur le terrain. Tout ça nous amène à une question plus large, pour finir peut-être. Oui, ça soulève une interrogation intéressante. Quand on voit les limites de ces mécanismes régionaux, comme les sommets arabes, pour régler les crises d'aujourd'hui, est-ce que cette stratégie algérienne, se tourner vers l'ONU, malgré tous ses défauts, ses blocages, est-ce que ça ne devient pas, au fond, l'approche la plus pragmatique ? Voire la seule option viable. Peut-être bien. La seule option viable pour des pays, disons de taille moyenne, qui veulent non seulement exister sur la scène mondiale, mais y avoir une influence réelle, même modeste. C'est une vraie question à méditer.